La politique avec Alexis Lacroix le vendredi. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre en direct. Vous Merci êtes le directeur de la rédaction d'Actu-J, à retrouver, rappelons-le, en kiosque. Et vous êtes penché, Alexis, sur le nouvel essai d'Édouard Philippe, Le prix de nos mensonges. C'est le titre de cet essai de l'ancien Premier ministre, qui dresse une critique sévère de l'action d'Emmanuel Macron, en tout cas depuis son départ de Matignon. Oui, alors le livre, vous avez raison, qui s'appelle Le prix de nos mensonges, on va commenter évidemment ce titre dans un instant, ne s'adresse pas exclusivement à Emmanuel Macron et n'est pas simplement un bilan critique de l'action du président de la République. Même pas seulement un réquisitoire. Voilà, même si vous avez raison qu'effectivement cela tient une place non négligeable dans sa démonstration. Il s'agit en fait, de tirer la sonnette d'alarme. On va en dire un mot bien sûr de manière plus détaillée dans la suite de cette analyse, en ce qui concerne un certain nombre de problèmes récurrents, ce qu'il appelle l'État obèse, le laxisme judiciaire, la chute de la méritocratie scolaire, etc. etc. Mais d'abord, peut-être sur la forme. Je suis frappé, si vous voulez, par la mise en scène de la colère. Vous le savez, la colère, c'est un affect politique mobilisateur, on va dire en gros depuis la Grèce ancienne, depuis les colères d'Achille. Alors lui, évidemment, il veut pas passer pour un fort à bras ou un excité, incontrôlable, donc évidemment, il Même s'il s'intéresse beaucoup à l'histoire antique. Bien sûr, mais il connaît, je pense que c'est un homme qui a de la culture et qui a des références culturelles, c'est absolument incontestable. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de l'interviewer au CRIF il y a quelques années. C'est absolument incontestable. Donc il sait ce qu'il fait quand il se sert, quand il mobilise cet affect de la colère qui, on le sait, est un marqueur commun à beaucoup de populistes. Alors plus ou moins dosé, plus ou moins intelligemment pratiqué, mais on peut dire qu'effectivement la colère, c'est un marqueur commun à beaucoup de populistes. Pensons à Marine Le Pen, elle a mis en scène, tout en socialisant progressivement son discours, elle a toujours mis en scène, notamment dans les meetings, les prises de parole publiques, cet affect de la colère. Même si Alexis, on attend moins Édouard Philippe sur ce terrain. Mais naturellement, alors vous avez parfaitement raison, pourquoi on l'attend moins ? Parce que il est, et j'ai lu l'essai, je vais vous raconter un peu ce qu'il y a dedans, il est le représentant, et je le dis sans aucune animosité à son égard, mais il est le représentant un peu caricatural de l'hypercentre. Qu'est-ce que c'est que l'hypercentre ? Alors c'était d'abord, rappelons, la volonté de dépassement des, entre guillemets, mauvais clivages dans l'esprit des personnes qui ont théorisé l'hypercentre. C'est pas Emmanuel Macron d'ailleurs qui l'a inventé, ça avait été inventé, vous savez, par les Britanniques au moment où Tony Blair était au pouvoir, etc., etc. Le New Labour, en fait, était déjà une préfiguration de l'hypercentre. Cette fameuse triangulation. La triangulation des bonnes idées de droite, des bonnes idées de gauche, pour, j'allais dire, prendre les deux bouts de l'omelette du républicanisme démocratique modéré. L'idée n'est pas stupide, bien évidemment. Or, aujourd'hui, si on lit attentivement le livre de Édouard Philippe, si on écoute aussi ses interventions publiques, nombreuses depuis une semaine, de quoi s'aperçoit-on ? Qu'il a, en toute vraisemblance, la volonté d'être d'abord, le primum inter pares de celles et ceux qui vont vouloir poursuivre cette aventure je reprends le mot d'Emmanuel Macron, du dépassement de la droite républicaine et de la gauche républicaine. Le livre, donc, est calibré comme cela. Alors, je vous prends un exemple. C'est l'apocalypse démographique contre laquelle il met en garde, puisqu'un homme en colère doit mettre en garde contre des catastrophes et se présenter comme celui qui possiblement pourrait les éviter. C'est assez logique. C'est un thème d'ailleurs assez récurrent à droite. Oui, vous avez absolument raison. Il y a une tradition, vous avez absolument raison, il y a une tradition dans la droite conservatrice française depuis le 19e siècle qui est à la fois contre-révolutionnaire par certains aspects, c'est pas le cas d'Édouard Philippe, mais surtout apocalyptique, c'est-à-dire on désigne des dangers et évidemment, par contraste, on se fait mousser, si vous me passez l'expression vulgaire, comme une figure messianique potentielle. Je sais que le mot messianique, évidemment, entrera en interaction avec l'imaginaire de beaucoup de nos auditeurs. Donc vous avez cette dimension, c'est incontestable. Mais au-delà de ça, vous voyez, il pointe l'apocalypse démographique. Je ne suis évidemment pas de ceux qui le pensent prioritairement, mais il faut être lucide. Quand on parle de l'apocalypse démographique, beaucoup de Français ne songent pas prioritairement aujourd'hui, si vous voulez, à la baisse du taux de natalité aux environs de 1,6 enfants par femme, outre-mer compris. Ils ne songent pas prioritairement à la difficulté peut-être à terme de financer les retraites en raison de la réduction de l'attrition progressive du nombre de cotisants. Non, ils pensent à des phénomènes qui d'ailleurs préoccupent beaucoup de nos auditeurs, beaucoup de nos auditrices, Steve, aujourd'hui sur Radio J, qui sont des phénomènes
d'islamisation progressive de villes entières, de quartiers entiers dans l'ensemble du territoire français. Or, mais bizarrement, est-ce que c'est pas ce qu'on attend, la mission, parce qu'on parlait de ce terme tout à l'heure, d'un grand leader politique aussi, de se projeter sur un certain nombre de choix et de leurs conséquences à long terme? Vous avez parfaitement raison, évidemment, votre objection est parfaitement fondée. Il pratique une éthique de responsabilité en nous disant, mais voilà, cette éclipse démographique progressive du peuple français nous oblige à prendre des mesures. Donc il en propose plusieurs, je ne les détaille pas ici. Il y a évidemment l'allongement du temps de travail, il est plutôt l'un de ceux qui pensent qu'il faut se calquer sur certains de nos voisins européens. Je ne précise pas en détail, c'est pas l'objet. Mais il y a aussi, évidemment, et c'est très intéressant si vous voulez, ce qu'il préconise en matière migratoire. Il le sait pourtant. L'immense majorité, sociologiquement, je veux dire, de l'électorat de droite aujourd'hui est contre l'appel à de nouveaux flux migratoires, même choisis, etc. Alors évidemment, la France ne va pas devenir une île hermétique à tout, à tout transfert de migrants. Mais à terme, effectivement, c'est plutôt ce qui est désiré. Or, justement, il va à l'encontre. Donc c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'il ne s'inscrit pas mentalement dans le périmètre de cette droite française aujourd'hui en reconstruction progressive, mais dont on voit bien qu'elle n'a pas totalement dit son dernier mot. Donc il ne joue pas sur le même terrain que Bruno Retailleau, autrement dit. À l'évidence, il y a un démarquage. Et en tout cas, sur le plan culturel, sur le plan civilisationnel, sur le plan du rapport aux migrations et sur le plan même du rapport à l'islamisme, on ne peut pas dire que l'islamisme occupe une place énorme dans sa réflexion. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant. Maintenant, quelle est l'idée de la France ? Alors, quand on le lit, là aussi, il faut le lire, il faut l'écouter. C'est une idée de la France qui est parfaitement respectable. Parfaitement respectable. C'est pas du tout quelqu'un qui est anti-républicain, quelqu'un qui... Loin de là. Loin de là, qui serait indifférent aux problématiques de l'intégration républicaine, absolument pas. Vous voyez ? Mais par contre, si on est honnête, là aussi, il faut essayer d'être honnête dans le commentaire politique. Qu'est-ce qu'on ressent quand on le lit ? Il n'y a pas, chez lui, contrairement à ce qui existe chez certaines figures de la droite, et aussi dans la vibration du discours de certains ténors de la gauche républicaine historique. Je pense notamment à Bernard Cazeneuve ou bien sûr au ministre d'État Manuel Valls. Eh bien, il n'y a pas, je crois, sous la plume d'Édouard Philippe, cette mystique de la France qu'on trouve chez Michelet, qu'on trouve chez Hugo, qu'on trouve chez Jaurès, qu'on trouve chez chez Marc Bloch naturellement, etc., chez d'autres auteurs aussi. Il n'y a pas cela. Alors, c'est une vision de ce point de vue-là plus refroidie, alors au sens effectivement historique du terme, plus refroidie de la France. Je ne dis pas qu'il n'aime pas la France, ça serait vraiment faire des mauvais procès stupides, mais une vision plus refroidie, moins passionnelle, moins charnelle, moins habitée, moins vibratoire de la France. Vous voyez. Est-ce qu'il s'inscrit alors, est-ce que cette vision, là je vous pose la question, je n'ai pas la réponse, est-ce qu'elle correspond à un segment électoral important de post-macronien et, on va dire en gros, de post-jupéistes, puisque c'est quand même son mentor historique, qui pourrait se retrouver dans cette idée de la France à la fois apaisée et un peu refroidie? Je ne le sais pas. Ce que je ressens plutôt, pour l'instant, c'est qu'il y a une droite qui se reconstruit autour de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, et qui se reconstruit dans une triangulation de la dimension civilisationnelle et, j'allais dire, immatérielle, pour reprendre le mot de Bruno Retailleau, de l'identité française. Et là, de ce point de vue-là, Édouard Philippe, j'en termine par là, le maire du Havre, s'inscrit dans un écart très net vis-à-vis de cette conception immatérielle de l'identité française. Est-ce à dire, Alexis, qu'Édouard Philippe s'inquiète d'une forme d'instrumentalisation de la question de l'identité nationale? J'ai pensé, quand on l'écoute, j'ai pensé à Éric Zemmour. Je pense qu'il vise des personnes comme Éric Zemmour ou Sarah Knafo. Ou comme Nicolas Sarkozy il y a une quinzaine d'années. Probablement, vous avez raison. Il s'inscrit. Vous avez cité le nom de son mentor Alain Juppé qui n'était pas tout à fait. Il s'inscrit dans l'affiliation d'une tradition anti-sarkozyste, anti-buissonnienne, c'est absolument évident. Et donc effectivement, vous voyez, il cible dans plusieurs de ses interventions médiatiques depuis une semaine les professionnels de la panique identitaire, comme si s'inquiéter de l'identité française, de sa pérennité, de la transmission de la culture française, de la pérennité culturelle de la France, c'était forcément pratiquer de la panique identitaire. Donc cette espèce de réductio, en quelque sorte, ad reactionum du souci de la France me paraît renvoyer à un imaginaire qui est très symptomatique de sa part, c'est-à-dire qui est au fond l'imaginaire de ceux qui, sans le dire vraiment, mais on peut dire clairement les choses, vous voyez, c'est pas être de droite que de le dire, mais de ceux qui aujourd'hui
en raison de leur brio technocratique, se disent, bon, à terme, la France, c'est un objet politique intéressant, mais c'est peut-être plus là que ça se passe vraiment, au fond de ceux qui, si je résume ma lecture, qui se résolvent à ce qu'on entre progressivement dans une post-France. Ça ne veut pas dire l'annulation de la France, ça veut dire la transformation de la France. Voilà ce que j'ai ressenti en lisant le livre d'Édouard Philippe, qui par ailleurs veut trianguler la colère populaire. Alexis, pour terminer, un mot sur la victoire d'Olivier Faure, reconduit cette nuit à la tête du Parti Socialiste, juste devant Nicolas Maillard-Rossignol. Mais la victoire a été beaucoup plus serrée que prévu pour le premier secrétaire sortant du PS. C'est un mauvais présage pour lui, pour 2027 ? Alors, c'est très difficile de dire. D'abord, c'est la victoire du tacticisme le plus débridé. Il a montré que, au fond, quand on n'a pas de vision, c'est le paradoxe, quand on n'a pas de vision, eh ben, on peut l'emporter. Alors, peut-être de manière très courte, au filet, mais on peut l'emporter quand même. Et par ailleurs, alors, vous avez raison, les vraies questions sont là. Il y a les municipales. Maintenant, ce qui sourd... 2026. Bien sûr, mars 2026. Ce qui sourd des entrailles du parti, je pense notamment à l'interview de Julien Drey dans Marianne là, cette semaine, c'est une inquiétude grandissante sur la capacité du Parti socialiste à rétablir le rapport de force face à l'LFI en sa faveur. C'était l'espérance du camp Hollande à l'été dernier. Est-ce que ça va advenir au municipal ? Rien n'est moins sûr. Et puis, le deuxième challenge, et ça sera lui qui devra le préparer, c'est quelle est l'incarnation qu'il va préempter, qu'il va privilégier en vue de la présidentielle. Je ne vous répondrai pas aujourd'hui parce que je pense que ça va être une sacrée foire d'empoigne, cher Steve. Mais le rendez-vous est pris. Merci Alexis d'avoir été avec nous. On peut vous réécouter sur radioj.fr ainsi qu'en vidéo sur YouTube et sur notre chaîne X. À lundi. À lundi, bien sûr. Shabbat Shalom.